Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une première vidéo de cours. Alors avant d'attaquer le chapitre T5, on va d'abord reprendre en douceur, revoir un petit peu le chapitre T3, le chapitre T4, revoir les principaux résultats, pour pouvoir aborder ce chapitre T5 en toute sérénité. Donc le chapitre T3, c'était le chapitre d'introduction au facteur de Boltzmann. Donc on avait commencé simplement par rappeler les échelles classiques de travail en physique, c'est-à-dire l'échelle macroscopique, l'échelle microscopique, et surtout définir, même si on l'avait déjà utilisé sans le dire, l'échelle mésoscopique. L'échelle mésoscopique, on rappelle, donc une échelle intermédiaire entre l'échelle macroscopique et l'échelle microscopique. Alors, quel est l'intérêt de cette échelle intermédiaire? Bien, c'est-à-dire qu'elle est quand même suffisamment grande devant l'échelle microscopique pour contenir, pour un volume, dire défini à l'échelle mésoscopique, contienne un très grand nombre de particules, et donc on puisse considérer la matière continue, mais elle est quand même suffisamment petite à l'échelle macroscopique pour que les grandeurs macroscopiques classiques comme la température, la pression, la concentration puissent être supposées uniformes. Donc on l'a dit, typiquement, ça va être de l'ordre du micromètre, la longueur caractéristique de l'échelle mésoscopique. Donc on se souvient qu'on l'a utilisé cette échelle, même si on ne le disait pas, quand on faisait souvent des bilans, finalement, équation de la diffusion thermique, équation de conservation de la charge, etc. Alors, on a justement calculé le nombre de particules qu'on trouvait. Alors, on l'a fait deux fois à l'échelle mésoscopique, donc sur un micromètre cube d'air, et après il y avait cette application, on en est dans un centimètre cube d'air, donc à l'échelle macroscopique, et en fait on trouvait un nombre de particules absolument délirant. Alors, à l'échelle mésoscopique, c'était déjà en ordre de grandeur le million ou le milliard, et à l'échelle macroscopique, c'est l'ordre de grandeur, on atteint rapidement la mole, c'est-à-dire le 10 puissance 23 particules. D'où la nécessité d'un traitement statistique, parce qu'on ne peut pas décrire un système en essayant de décrire les mouvements de chacune des particules qu'il constitue. Mais on n'a pas tout de suite démarré l'étude statistique d'un système composé de n particules. On est d'abord parti dans une direction différente pour démontrer un résultat qu'on a appliqué ensuite à la physique statistique. Alors, cette direction, c'est la statique des fluides. On a commencé par démontrer la relation fondamentale de la statique des fluides, qui est ici dp sur dz égale moins ρg. Je rappelle que même si le cours de thermostat n'est pas orienté sur la statique des fluides, que c'est censé être normalement simplement un résultat de départ, eh bien, il faut quand même le connaître, ce résultat. Donc, on peut tout à fait imaginer qu'il y a une partie d'un sujet, qui traite de statique des fluides, puisque vous avez tout ce qu'il faut pour traiter la statique des fluides. Donc dp sur dz égale moins ρg, on rappelle que c'est vrai si l'axe z est orienté vers le haut. Alors on a fait la démonstration, il faut la connaître évidemment, mais normalement, même si on avait un sujet de statique des fluides, c'est pas l'objectif de redémontrer cette relation fondamentale de la statique des fluides. Et il a à l'esprit, ce sera déjà très bien. Donc voilà, je passe la démonstration. Donc petite remarque, si l'axe z est orienté vers le bas, cette relation devient dp sur dz égale plus ρg, évidemment. Et cette relation fondamentale de la statique des fluides, on l'a appliquée à un cas très particulier, à l'atmosphère, dans un cadre très particulier également, une atmosphère isotherme. Alors, évidemment, c'est une hypothèse discutable. L'atmosphère isotherme, ça voudrait dire que toute atmosphère est à la même température, on sait très bien que ce n'est pas le cas, mais comme on l'a dit en cours, même si c'est un modèle, un petit peu grossier, le résultat n'est quand même pas si loin de la réalité. Le résultat, c'est quoi? C'est l'évolution de la pression avec l'altitude. Et donc on trouvait cette relation, Pz égale P0 exponentielle moins M, alors Mr, c'est-à-dire la masse molaire de l'air, fois G fois Z sur RT. Donc, je ne fais pas, le but ici, c'est pas de refaire la démonstration, c'est de rappeler les résultats de cours. Donc, on a appliqué la relation fondamentale de la statique des fluides, qu'on a combinée avec la loi des gaz parfaits. Reprenez votre cours en regardant la vidéo, ça ne peut pas vous faire de mal. Et ça nous a donné l'équatif sur P qu'on a résolu pour obtenir cette solution. Alors, c'est pas tout à fait la solution sous la forme qui m'intéresse. On l'a un petit peu modifié ensuite en introduisant la constante de Boltzmann. Constante fondamentale de la physique, la constante de Boltzmann, qui est d'ailleurs utilisée dans le nouveau système d'unités pour définir l'unité de température, le Kelvin. Elle est fixée. Donc le lien entre la constante de Boltzmann et la constante des gaz parfaits est très simple. On a Kb égale R sur Na, Na est un nombre de Avogadro. Et donc cette constante de Boltzmann est fixée, alors il y a un certain nombre de chiffres significatifs, je vous invite à aller voir sur internet pour trouver ça, mais nous on retiendra, et d'ailleurs ce sera toujours donné dans un sujet, 1,38 10-23 joules par Kelvin. Une fois qu'on a Kb égale R sur Na,
Eh bien, si je reprends l'expression ici, je remplace R par Kb fois Na. Donc j'ai Kb NaT au dénominateur, mais comme j'ai une masse molaire au numérateur, la masse molaire sur le nom d'Avogadro, ça fait la masse d'une particule. Et donc je me retrouve avec le résultat suivant. La pression en fonction de l'altitude est égale à la pression au niveau du sol, j'ai un souci, voilà, c'est mieux comme ça, fois ce facteur exponentiel qu'on va appeler le facteur de Boltzmann. Alors dans ce facteur de Boltzmann, on se rend compte qu'il y a un quotient, le quotient d'une énergie au numérateur qui est l'énergie potentielle de pesanteur, et au dénominateur qui est ce qu'on va appeler une énergie d'agitation thermique. Et on arrive finalement non pas à la pression, parce qu'on se rend compte qu'en physique statistique, la pression c'était juste un prétexte pour arriver au facteur de Boltzmann. Ce qui nous intéresse, c'est l'évolution de la densité particulière en fonction de l'altitude, puisque d'après la loi des gaz parfaits, la densité particulière est directement proportionnelle à la pression, à température constante. Je me retrouve avec n de z égale n0 exponentielle moins EPP sur kBt. Et donc il va y avoir une concurrence entre ces deux énergies, l'énergie potentielle de pesanteur, qui représente en fait l'énergie des particules, et ce terme d'agitation thermique. Et donc, on a vu aussi, on en reparlera dans la suite, que si l'énergie d'agitation thermique est prépondérante, eh bien, il va y avoir une uniformisation de la répartition des particules. Si au contraire, l'énergie d'agitation thermique est très faible devant les écarts énergétiques typiques de la particule, c'est essentiellement les niveaux de plus faible énergie qui vont être remplis. Et donc on a généralisé ça pour les besoins de la physique statistique à n'importe quelle particule en équilibre avec un thermostat. Donc je prends une particule en équilibre avec un thermostat à température T. Son énergie peut prendre différentes valeurs. Alors, différentes valeurs soit confinées, soit discrètes si la particule est confinée. C'était ce qu'on avait vu en physique quantique. Soit continue. Hein, on l'a vu ici d'ailleurs dans le cadre de l'atmosphère isotherme. Les particules peuvent prendre n'importe quelle valeur d'énergie, elles peuvent se trouver à n'importe quelle altitude. Eh bien la probabilité que la particule se trouve au niveau d'énergie E est proportionnelle au facteur de Boltzmann, exponentielle moins E sur kBt, avec A, une constante de normalisation, hein, très simple à obtenir. Il suffit d'écrire que la somme de toutes les probabilités vaut 1. Deux remarques. La première, c'est que cette définition n'est vraie que si j'ai une distribution discrète des niveaux d'énergie. Si j'ai une distribution continue, on définit la probabilité de trouver la particule entre les niveaux E et E plus DE. Donc dP de E égale A exponentielle moins E sur kBt, DE. On a même vu dans la résolution de problème que je vous ai mise hier en ligne, que ça peut même être plus compliqué. Alors, dans un cadre spécifique quand même, on avait fait l'approximation continue de niveaux d'énergie discrets. Bon, ça va un petit peu loin. Mais vous verrez dans le sujet CCP 2019, c'est à peu près cette approximation qui est faite. Deuxième remarque, P est une fonction décroissante de E. Et donc c'est important ça, parce que ça veut dire que la probabilité de trouver une particule à un niveau de plus basse énergie est toujours plus importante que de la trouver à un niveau de plus haute énergie. Donc les niveaux de plus basse énergie sont toujours plus peuplés que les niveaux de plus haute énergie. Alors, on avait dit, si la température est élevée, tous les états deviennent équiprobables. Si la température est faible, seul le niveau de plus faible énergie est peuplé. Qu'est-ce que ça veut dire température élevée? Qu'est-ce que ça veut dire température faible? Eh bien on avait comparé kBt à la variation typique d'énergie. On avait calculé P de E2 sur P de E1, c'est-à-dire la probabilité de trouver la particule dans un état d'énergie E2 par rapport à celle de la trouver dans un état d'énergie E1, avec E2 supérieur à E1. Et puis on avait montré qu'en fait, si kBt était grand devant la variation d'énergie, les niveaux étaient peuplés de façon uniforme. Si au contraire kBt était faible devant la distance entre ces deux niveaux d'énergie, eh bien c'est essentiellement le niveau de plus basse énergie qui était peuplé. On avait terminé par une petite application sur l'atome d'hydrogène, où cette fois j'avais une modélisation des différents niveaux d'énergie, donc En égale E1 sur n carré, avec le E1 égale moins 13,6 électronvolts, c'est quand même classique, hein, la répartition des niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène. Et on avait trouvé, reprenez à nouveau votre poly pour le détail du calcul, que la probabilité
d'occuper le niveau E2, d'énergie E2, était 10 puissance moins 167, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça, vous me corrigerez hein, avec votre poli. 10 puissance moins 176 fois plus petite que celle d'occuper le niveau d'énergie E1 aux températures usuelles. Ben, le commentaire attendu, c'est évidemment qu'il n'y a que le niveau 1 qui est peuplé. Évidemment, hein, en dehors de toute excitation extérieure, ça pourrait être une onde électromagnétique qui vient passer l'électron à un niveau supérieur, ou un choc qui apporte suffisamment d'énergie, choc avec une particule extérieure, pour faire passer l'électron à un niveau au-dessus. Bon, on a fini avec les rappels sur ce chapitre T3. On passe au T4 dans la prochaine vidéo.